Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Mathieu Colombel est né à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Il est enseignant depuis 2000 en sciences physiques, mais il a également été formateur à l'INSPE de Créteil pendant 7 ans. Ses modèles identificatoires se situent dans le sport. Robin Esch, génial pionnier de la planche à voile, et Tiger Woods, joueur de golf exceptionnel. Aujourd'hui, Mathieu travaille chez lui. Il s'est mis en disponibilité et donne des cours à domicile de mathématiques et de physique. Son parcours professionnel était tout tracé. Professeur de lycée situé en zone sensible et prévention violence, puis formateur. Mais Mathieu aime quand ça va vite. Alors pour changer de rythme, il est sorti de sa zone de confort et comme un bon sportif qu'il est, il a travaillé dur pour redonner du sens à son métier et peut-être également retrouver le goût d'aider les élèves. Pendant le premier confinement, il a commencé à publier des petites vidéos sur YouTube à destination des parents. Et puis, ce format correspondant parfaitement à celui du podcast, il a créé Carnet de liaison, où il partage son expérience d'enseignant, mais aussi son usure du métier et sa volonté de changer sa manière d'enseigner. Son podcast comporte déjà une 50aine d'épisodes qui constituent à la fois une thérapie, mais également un partage inspirant. Mathieu Colombel, bonjour. Bonjour. Le sport, je le disais, occupe une place très importante dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui, dimanche 28 mars 2021, comme entraînement physique ? Alors, l'entraînement physique n'a pas encore commencé. L'entraînement physique, ça sera pour ce soir. C'est on va dire, la sortie course à pied du dimanche soir. Alors, avec le confinement ou l'heure du couvre-feu, mes pratiques sportives ont quand même beaucoup évolué ces dernières semaines ou ces derniers mois. Néanmoins, pour essayer de conserver la forme, en fait, j'ai remplacé la voiture par le vélo. Donc, je vais rendre visite à mes élèves à vélo tous les jours, ce qui peut me permettre de faire quand même à peu près une centaine de kilomètres à vélo par semaine. Et puis, à cela, j'ajoute, quand j'ai le temps, non seulement la balade ou le footing du dimanche soir en course à pied avec ma femme, et puis si j'ai le temps, avec des potes en semaine, mais en ce moment, c'est quand même assez limité. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Mathieu ? Une enfance chargée, une enfance pendant laquelle j'ai été quand même assez chouchouté par mes parents. Ma mère était enseignante institutrice, puisqu'on disait institutrice à l'époque, et puis ensuite elle a été directrice d'école dans le primaire. Mon père a travaillé dans les assurances pendant toute sa carrière, et donc j'ai le souvenir d'une enfance dans laquelle finalement je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien au niveau financier, je n'ai manqué de rien en termes d'accompagnement scolaire, je n'ai manqué de rien en termes d'amour, ni en termes d'évasion, que ce soit sur les vacances ou sur le sport, qui n'était pas encore quand même aussi présent qu'il peut l'être actuellement ou qu'il est depuis ma vie d'adulte, on va dire. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? C'est difficile. J'ai malheureusement, et sans doute qu'on y reviendra plus tard, j'ai malheureusement plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Donc je réponds pas à la question, mais finalement, je réponds à une autre question. C'est pourquoi devenir prof ?
parce que en fait j'ai parfois eu le sentiment que en tant qu'élève on ne me considérait pas comme on devait le faire. On ne me considérait pas comme un adolescent ou un subadulte. On me considérait plus comme un enfant ou comme quantité négligeable. Et ça, j'en ai quand même beaucoup souffert. Pour répondre clairement à la question, quand même, et positivement, j'ai le souvenir d'un professeur d'histoire géo en 5e, qui s'appelait Monsieur Delabarre, et qui racontait des histoires de manière exceptionnelle. Raconter des histoires pour un prof d'histoire, ça paraît évident, mais c'est tellement difficile à faire, et c'est vraisemblablement le meilleur souvenir que je peux avoir. En tout cas, c'est le souvenir le plus spontané que j'ai à vous offrir ici. Prof, etc. Alors vous parlez justement des années collège, vous avez été quel genre d'adolescent ? J'ai été un faux rebelle. J'étais un très bon élève, bien dans le moule comme il fallait au collège. Et puis avec l'adolescence et justement ce sentiment de pas être considéré comme je pensais devoir être considéré, ça s'est un petit peu transformé. L'attitude s'est un peu transformée en première et en terminale. J'essayais de faire passer le message ou de faire en sorte de ne pas bosser en pensant, de manière complètement idiote bien entendu, que si je ne bossais pas, ça allait embêter le prof que j'avais en face de moi. Donc je faisais payer au prof le fait que je ne l'aimais pas, et donc je ne bossais pas. Alors évidemment, ça s'est pas très bien passé. À cette époque, le passage dans la classe supérieure n'était pas de droit. Donc j'ai quand même réussi à faire 2 classes de première et 2 classes de terminale en ratant mon bac. 2 très peu certes, mais je l'ai quand même raté. Donc j'étais pas un élève, on pourrait dire un élève modèle. Je n'étais pas un élève comme je peux voir tous les jeunes profs en formation qui ont souvent été des élèves idéaux ou des élèves modèles. Moi, je n'appartenais pas du tout à ces élèves-là, même si des capacités, j'en ai toujours eu, mais c'était vraiment par choix de ne pas travailler pour embêter le prof, tout simplement. Donc forcément, ça s'est pas très bien passé. À ça s'ajoutait une attitude qui était parfois insolente, un sourire un petit peu narquois pour montrer que c'était moi le patron, et donc forcément, je passais aussi pas mal de temps dans le couloir. Alors en quoi cette période a influencé le choix du métier d'enseignant que vous exercez aujourd'hui ? J'ai forcément répondu un petit peu, c'est que quand je me suis mis dans l'idée que je voulais être enseignant, c'était pour pouvoir être un enseignant différent. Et je me suis toujours dit, je veux être enseignant et je vais être enseignant pour ne pas être comme ceux que j'ai rencontrés. Alors, c'est terrible de le dire comme ça, mais ça a toujours été mon moteur. Et qu'à chaque fois que je me suis dit, la décision en tant que prof, la décision que je prends n'est pas la bonne, ou j'ai commis une erreur, je me suis toujours remis dans cette posture d'élève, et je me suis toujours dit, mais si j'avais été élève à ce moment-là, comment je l'aurais ressenti, et qu'est-ce que j'aurais aimé que le prof en fasse, quelle attitude j'aurais aimé qu'il ait, et ça m'a permis de dégonfler tout un tas de conflits, ça m'a permis de retourner voir les élèves en m'excusant. Donc je suis devenu le prof pour me mettre en opposition par rapport à ce que j'ai ressenti quand j'étais élève. Je ne voulais pas ressembler aux enseignants que j'avais pu rencontrer quand j'étais ado, parce que les souvenirs étaient trop mauvais, étaient trop intenses, quand même cette spirale de l'échec au lycée, un traumatisme avec l'échec du bac parce que j'ai vu partir mes amis, parce que dans le supérieur, parce que j'ai eu l'impression quand je suis passé à l'oral d'être tombé sur une examinatrice qui m'avait purement et simplement saqué. Donc j'ai toujours eu ce petit moteur dans la tête qui me faisait prendre, à mon sens, les bonnes décisions quand j'étais enseignant, en me remettant à la place de l'élève, en me remettant dans la posture de l'élève et en me disant
attention Mathieu, ne deviens pas ou ne bascule pas dans le côté, on va dire, désagréable ou du prof qui prend l'élève de haut, qui lui répond mal ou qui ne fait pas attention au ressenti et au sentiment de l'élève. Prof, etc. Vous avez enseigné au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis et vous aimez rappeler qu'être professeur en Seine-Saint-Denis, c'est aussi se sentir plus utile. Qu'est-ce qui a fait basculer votre vie professionnelle en vous mettant à distance de l'éducation nationale pour devenir professeur à domicile ? C'était il y a quelques années. Il me semble que c'est la rentrée 2017. Et lors de cette rentrée 2017, j'avais en fait en face de moi des enfants en classe de seconde qui ne s'intéressaient plus à rien. Non seulement qui ne s'intéressaient plus à rien, mais qui n'avaient pas la possibilité de s'intéresser à. Et c'est ce qui m'a vraiment choqué par rapport aux années précédentes. De tout temps, les enseignants ont toujours rencontré certains élèves qui avaient du mal à s'intéresser à certaines choses. Mais là, je me heurtais à un mur dans plusieurs de mes classes, dans toutes mes classes de seconde, parce que je ne pouvais plus faire cours. Je ne pouvais plus faire cours, les élèves étant complètement en opposition par rapport à ce que je pouvais leur proposer, quelle que soit la forme, quelle que soit la modalité, mais ils étaient en opposition parce qu'ils avaient une impossibilité de comprendre ce que je pouvais leur apporter. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'obstacles, des obstacles en langue française, des obstacles avec les outils mathématiques, que je ne pouvais pas faire de la physique, puisque de toute façon, la majorité d'entre eux ne comprenaient pas la consigne. Donc forcément, quand on comprend pas ce qu'on fait en classe, on fait autre chose. Donc on discute, on bouge, on déconne, mais on peut pas forcément s'intéresser à ce que fait l'enseignant. Et là, je me suis rendu compte que quelque chose avait changé. Alors, comme ça faisait 15 ans que j'étais au même lycée, dans le même poste, sur le même poste, je me suis dit, je suis vraisemblablement en train de me lasser. Donc je me suis un petit peu, on va dire, renseigné, puisque comme j'étais formateur, je parcourais toute l'académie de Créteil et une bonne partie des lycées de l'académie de Créteil. Et à chaque fois que j'allais en visite pour aller voir un jeune stagiaire, je demandais au tuteur ou à la tutrice comment ça se passait dans son lycée. Et systématiquement, j'avais le même retour. C'est-à-dire que systématiquement, les collègues me disaient, mais qu'on soit à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Fontainebleau ou à Meaux, on me disait systématiquement, les élèves ont changé. Les élèves ont changé et c'est beaucoup plus difficile de les intéresser. Et finalement, on essayait de faire preuve d'imagination et de varier les modalités le plus possible. Et malgré ça, on avait devant nous des élèves qui avaient beaucoup de mal à s'intéresser à ce qu'on leur proposait. Et le fait que je sois utile, et ce sentiment que j'avais eu pendant 15 ans, s'est transformé. Et je me suis dit, mais en fait, là, je suis inutile et dépassé. Inutile, dépassé et impuissant. Parce que c'est impossible qu'en classe de seconde, je puisse remettre en place non seulement la grammaire, l'orthographe, la proportionnalité, les fractions, et puis toutes les notions de physique qui vont avec. Donc j'avais devant moi une montagne de choses à faire tellement importantes que je me suis dit, mais c'est plus actuel. Non seulement je suis inutile, et de toute façon, ces élèves arrivés en classe de seconde ou en fin de classe de seconde, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont avancer dans la classe supérieure. Parce qu'il faut bien les faire avancer. Et là, je me suis dit, écoute, c'est plus possible. Il va falloir que je change parce que ça ne correspond plus aux valeurs que j'ai et aux valeurs que je ressens et à ce pourquoi j'ai signé 20 ans auparavant. Parce que je ne peux plus accepter d'envoyer des élèves dans la classe supérieure en estimant qu'ils n'ont pas le niveau. Et quand je parle de niveau, encore une fois, je ne parle pas de physique. Je parle de savoir lire et écrire et compter correctement. Je ne pouvais plus accepter que ces élèves passent dans la classe supérieure, passent en première, passent en terminale, aient leur bac, et après. J'avais le sentiment, en fait, de trahir mes élèves et de leur faire croire que, en les laissant passer de classe en classe, on leur rendait service et on les préparer à quelque chose. Mais non, moi j'estime qu'actuellement, on ne les prépare plus à la vie d'après le lycée, donc à la vie d'adulte. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer.
quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accompagner cette mutation professionnelle en vous exprimant, en partageant votre expérience et votre analyse dans Carnet de liaison, votre podcast? Eh bien parce que j'avais besoin de parler, comme là, je suis ravi, Christophe, qu'on ait cet échange, parce que j'ai besoin d'en parler, parce que enseigner est ma passion, elle a toujours été. Ça a toujours été, de par, encore une fois, ces traumatismes, on va dire, d'adolescents ou d'élèves, mais aussi de par les satisfactions que j'avais quand j'étais étudiant, parce que quand j'étais étudiant, je donnais, comme beaucoup d'étudiants, des cours particuliers, déjà en maths et en physique, et à chaque fois que j'avais un élève devant moi, j'avais les poils qui se hérissaient, parce que quand je voyais les yeux des élèves qui changeaient, des yeux qui changeaient de visage, ces yeux qui changeaient parce que l'élève avait compris, mais quelle merveille, c'est absolument formidable, et c'est ce qui pousse tout enseignant à faire le métier qu'il fait et à aimer ce métier. Donc là, en arrêtant finalement quelque part, en fermant la porte, il fallait que je trouve autre chose. Il fallait que je trouve autre chose, et il fallait que je puisse communiquer aussi, à qui veut l'entendre, ma détresse à la fois, mais aussi ma passion, parce que je peux pas fermer la porte en me disant bon bah allez c'est fini, mais je vais faire du tricot ou autre chose. Ce qui m'intéresse et ma passion, c'est l'enseignement. Donc je quitte provisoirement ou définitivement, je quitte ou je me mets en retrait de cette éducation nationale, mais je peux pas me mettre en retrait de l'enseignement. Donc il fallait que je continue à expliquer les choses. Il fallait que je continue à transmettre les choses. Il fallait que je continue à créer des choses. Parce que ce qui m'a toujours plu et ce qui me plaît encore, et peut-être d'ailleurs ce qui commence déjà à me manquer un petit peu dans le métier d'enseignant, c'est la création. J'ai toujours aimé créer des choses, j'ai toujours aimé créer des activités pour mes élèves, en imaginant quelle pouvait être leur réaction, et trouver le fil conducteur qui pouvait me permettre de leur faire comprendre certaines notions. Et donc par le podcast, comme par ma chaîne YouTube ou par d'autres supports, je continue de créer. Et c'est extrêmement important pour moi de continuer à créer des choses, des supports divers et variés, pour partager, tout simplement. Alors dans Carnet de liaison, vous proposez un format d'épisode court, de 3 ou 4 minutes le plus souvent. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, en fait, au départ, il m'a été imposé par la personne qui m'a suggéré l'idée du carnet de liaison. Alors imposé, c'est un peu fort, mais en tout cas, il m'a été proposé en me disant, voilà, ça serait bien que tu fasses des podcasts, mais que tu restes sur un format de 3 à 4 minutes. Alors, au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu une drôle d'idée, et puis surtout, c'était un sentiment, quand j'ai commencé à écrire, un sentiment assez frustrant. Parce que j'avais tellement de choses à dire que de pouvoir le dire en 3 ou 4 minutes, j'ai trouvé que c'était assez frustrant. Et puis, finalement, cet exercice est extrêmement intéressant, parce que ça demande d'être un peu punchy, un peu concis, assez synthétique. Ça me convient plutôt parfaitement de faire les choses de manière assez rapide, assez courte. Et puis, je me suis aussi rendu compte que ça collait aussi très bien aux supports vidéo que je proposais, qui sont du même format, qui sont de 3 à 4 minutes. Et je crois aussi beaucoup au fait, je sais pas si c'est bien, mais je pense qu'actuellement, les gens de tous âges, particulièrement les jeunes, mais forcément d'année en année, les générations se décalent, les gens ont toujours besoin que ça aille un petit peu plus vite. Et que de faire des épisodes trop longs pouvait, à mon avis, ou à mon sens, générer une certaine forme de lassitude et de décrochage. Donc j'ai choisi ce mode, et on m'a fait choisir ce mode, et 1 an après, finalement, je trouve que c'est un très très bon format. Certains épisodes de Carnet de liaison sont des conseils pratiques que vous donnez aux élèves, conseils méthodologiques, qui peuvent également aider les parents à mieux accompagner leur enfant ou leur ado. Est-ce qu'il n'y a pas là un triptyque fondamental, prof, élève, parent, qui est trop souvent absent dans le parcours des élèves au sein des établissements scolaires ? Je suis complètement d'accord. Et justement, la naissance même de ce carnet de liaison, c'était justement pour essayer de mettre du lien entre les familles et les profs, parce que on entend, mais alors là, il faudrait aussi en parler pendant des heures, mais on entend souvent
des profs qui se plaignent des parents, les parents qui se plaignent des profs, les enfants qui se plaignent de leurs parents et de leurs profs, et que finalement, si on pouvait faire une bonne mayonnaise en essayant de communiquer un peu plus entre profs, entre parents, entre toute cette communauté éducative, parce que finalement les parents ont énormément besoin des profs, mais les profs ont aussi énormément besoin des parents. Quand je faisais les rendez-vous bulletins de fin de trimestre et qu'on voyait les parents en face de nous, ça nous permettait de dire plein de choses à ses parents. Et puis ça nous permettait aussi de comprendre plein de choses des fois. Parce que quand on voyait les parents, on imaginait beaucoup mieux dans quelle situation pouvait se trouver l'enfant pour travailler, pour être, je sais pas moi, distrait par certaines choses ou de par la culture de la famille, etc. Donc la rencontre avec les parents doit être et devrait être beaucoup plus importante, de telle manière à avoir un accompagnement de l'enfant qui soit beaucoup plus utile, beaucoup plus fort. Et ça, oui, je le regrette. Alors, je le regrette, mais j'avoue que pendant 20 ans, j'ai quand même pas été très moteur sur la communication avec les parents. Mais là, il y avait aussi d'autres problèmes. C'était essentiellement le manque de temps, parce que quand on est enseignant, on peut pas tout faire. Et que la communication avec les parents, souvent on la met un petit peu de côté, parce qu'une journée ne fait que 24 heures. Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents d'élèves qui souhaiteraient faire évoluer la manière dont ils accompagnent leur enfant dans son parcours scolaire ? De se tenir au courant. Alors avec les ENT maintenant, il y a plus beaucoup de notes, je pense à ça, de notes qui sont cachées par les élèves parce que les parents ont accès aux notes très facilement, un peu trop facilement d'ailleurs. Moi, ça m'embête un petit peu, mais on pourrait y revenir. Mais j'ai un petit problème avec la note parce que on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, et que souvent quand on a accès aux notes mais qu'on n'a pas accès à la copie, eh bien, on peut élaborer tout un tas d'hypothèses qui sont souvent fausses ou peu construites ou incomplètes, alors que cette note doit s'accompagner d'une copie, d'appréciation, de tout un tas de choses qui sont, il me semble, très importantes. Mais donc, le conseil que j'aurais à donner aux parents, c'est accompagner vos enfants dans la lecture du travail à faire, dans l'écoute aussi de la journée, dans ne pas donner systématiquement gage à ce que peut dire l'enfant, et surtout ne pas hésiter à se rapprocher des enseignants. Ne pas hésiter à se rapprocher des enseignants pour demander conseil, pour savoir comment telle évaluation a pu être construite, mais toujours dans un but de faire progresser. Parce que s'arrêter à la note, s'arrêter à la copie, s'arrêter à une appréciation, ça ne sert à rien. Il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin, de reprendre l'évaluation, de reprendre les conseils et d'aider l'enfant, de l'accompagner pour qu'il aille un peu plus loin et surtout pour qu'il progresse. Comment peut-on faire appel à vous pour de l'accompagnement scolaire ? Alors, on peut faire appel à moi par l'intermédiaire de mon site internet, qui s'appelle laisse-moi-t'aider.com, tout attaché, laisse-moi t'aider. Voilà, on peut me retrouver facilement aussi sur YouTube parce que je fais donc des tutos de sciences physiques exclusivement depuis plus d'1 an maintenant, et puis par l'intermédiaire de carnets de liaison. J'ai essayé de faire en sorte que de toute façon, tous mes supports numériques communiquent. Donc on peut accéder à tout. Il y a aussi des QR codes normalement qui se promènent, QR codes par lesquels on peut atteindre tous mes supports numériques. Il y a compte Instagram évidemment, mais on peut me trouver assez facilement. Actuellement, les parents qui me trouvent et qui souhaitent que j'accompagne leur enfant me contactent essentiellement par Facebook. Sans doute, c'est sans doute générationnel. Et donc, ça marche essentiellement par le bouche à oreille en ce moment.
D'accord. Et vous intervenez toujours au domicile ou vous avez également des sessions en ligne? J'interviens la plupart du temps à domicile, pour la bonne et simple raison que en distanciel, je ne vois pas ce qu'écrit l'enfant ou l'ado. Et ça, c'est un frein. Alors, chez moi, j'ai un tableau blanc, donc quand je fais un cours en visio, parce que ça m'arrive, les ados ou les jeunes peuvent voir ce que j'écris, donc ça, c'est important, mais moi, je ne vois pas ce qu'ils écrivent, et ça, c'est un vrai frein, donc je pense honnêtement que de toute façon, le distanciel ne peut pas remplacer le présentiel. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand on est à côté de l'enfant, il se passe des choses quand même. Il se passe des choses, on voit dans le regard des enfants, on voit dans l'attitude des enfants, s'il est avec nous, ou s'il est ailleurs, et s'il a compris ou s'il n'a pas compris. C'est beaucoup plus difficile en distanciel. Donc je pense que le distanciel, dans mon cas en tout cas, devrait être réservé à des élèves qui sont particulièrement autonomes, qui peuvent écrire et prendre des notes par eux-mêmes sans aucun problème, et donc a fortiori plutôt des grands. Donc j'essaye le plus possible de me déplacer, en accord avec la famille, bien entendu. Après, j'ai aussi quelques élèves qui sont assez loin, j'en ai à l'autre bout de Paris et j'en ai même dans le sud de la France, donc évidemment ceux-là, je ne fais que du distanciel. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, Mathieu? Alors c'était hier soir. On a ri aux larmes avec mon épouse parce que c'était sur le changement d'heure. Voilà, on avait le changement d'heure aujourd'hui. Donc le changement d'heure, en fait 2 fois par an, c'est toujours un petit peu le bazar parce qu'on sait jamais si on doit avancer sa montre ou la reculer, savoir si on dort de plus ou 1 heure de moins. Donc tous les ans, moi ça m'énerve, clairement. Donc tous les ans, ou 2 fois par an plutôt, ma femme me pose la question, et 2 fois par an, on commence quasiment à s'engueuler sur cette histoire de changement d'heure. Mais hier soir, elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, bon alors demain matin, changement d'heure. Alors mon réveil, est-ce qu'il change d'heure automatiquement? Ma montre, donc elle m'a checké toute sa liste d'appareils, et puis elle s'est dit, oh, mais en fait, ils vont tous changer d'heure ou pas, et du coup je vais être perdu, je vais pas savoir à quelle heure je vais me lever. Et là, elle m'a regardé, elle était super contente d'elle, elle m'a dit, je sais, je vais appeler l'horloge parlante. Alors forcément, on est parti dans un éclat de rire parce que l'horloge parlante, quand même, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, et que cet anachronisme formidable entre cette histoire d'horloge parlante et de montre connectée nous a fait tellement rire qu'on a passé vraiment un très bon moment. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? La journée d'aujourd'hui ? Non, en général. Souvent, on a des petites routines comme ça et on arrive à percevoir des moments qui nous sont particulièrement chers. Est-ce que vous en avez? Alors le moment particulièrement cher, c'est le soir quand je me retrouve avec ma femme autour d'un verre de vin blanc. Voilà, notre apéritif du soir est le moment privilégié pour lequel finalement, ou au cours duquel on va échanger sur nos journées, on va enfin se poser, et puis les enfants vont nous rejoindre pour qu'on puisse dîner tous ensemble. C'est un moment qui est particulièrement convivial, et c'est un moment pour lequel un moment qu'on ne manquerait pour rien au monde, que ce soit ma femme ou moi-même. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Alors valeur au pluriel pour moi, l'honnêteté. L'honnêteté, la fidélité et la parole. Je pense que la parole est quelque chose d'extrêmement important. Donner sa parole est quelque chose qui a une valeur considérable. Beaucoup plus qu'un écrit ou beaucoup plus quelque chose... Parfois, certaines familles, quand au début de notre collaboration... m'envoient des textos ou me disent Mathieu, c'est toujours OK pour demain, etc.
Mais oui, en fait, bien sûr que c'est toujours OK. Quand je dis quelque chose, et c'est toujours ce que j'ai dit aussi à mes élèves et à mes jeunes enseignants, quand je dis quelque chose, je n'ai pas l'habitude de revenir dessus. Alors c'est parfois difficile, c'est parfois contraignant, mais la parole a une valeur qui est absolument considérable. C'est comme aussi souvent, vous savez, quand on prend rendez-vous chez le coiffeur et puis finalement on peut pas y aller pour une raison ou pour une autre et qu'on appelle. On appelle pour décommander. Et la personne qui est au bout du fil vous remercie comme si vous aviez fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, ce qui m'embête, c'est que, en fait, ça soit pas quelque chose de normal. Et alors, quand je réponds, mais non, c'est normal, monsieur ou madame, les gens sont surpris. Et cette parole, la parole, est à mon avis une valeur qui doit rester fondamentale. Alors, forcément, ça va avec l'honnêteté, parce que si on est de parole, c'est quelque part qu'on est fondamentalement honnête et fidèle. Alors, fidèle, je l'entends évidemment au niveau marital, conjugal, mais aussi fidèle dans la vie, fidèle à ses valeurs, fidèle à son coiffeur, fidèle à tout un tas de choses, fidèle à ses élèves, fidèle à ses passions, fidèle à ses valeurs. Prof, etc. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Alors, c'est une question piège, hein, Christophe, sur les compétences, parce que c'est quand même un mot hyper important en pédagogie. Quelle compétence ? Je vais répondre par un mot, mais qui n'est, à mon avis, pas une compétence, c'est le mot efficace. On m'a toujours dit que j'étais efficace. Je prends ça vraiment comme un compliment, une fierté. Je sais pas si c'est une compétence. Efficace et disponible. Voilà. D'essayer de ne jamais dire non, même si c'est parfois difficile, de jamais dire non aux élèves que j'accompagne, notamment, quand ils ont besoin de moi. Et toujours d'essayer d'être le plus efficace possible sans chichi. On perd pas de temps, on y va, on fait le job. Je t'envoie des tutos à regarder en plus. T'as besoin de moi demain, ok, je viens, etc. Voilà. D'essayer toujours de répondre le plus fidèlement, c'est mieux ça comme compétence, je pense. C'est mieux justifié en tout cas. Répondre le plus fidèlement possible aux besoins et aux attentes des familles. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Je crois que je vais rester sur mes fantasmes, on va dire, d'enfants et de jeunes. Je me suis abonné il y a très peu de temps au compte Instagram de Robinèche. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de le voir. Alors il faudrait que je regarde, je sais pas quel âge il a, mais il commence quand même à être sacrément âgé. Il a une ligne d'enfer, il a un corps de rêve et le bonhomme est sur des vagues, dans le vent, toute la journée, sans masque, bien sûr. Il est dans le vent et dans les vagues toute la journée, que ce soit en surf, en windsurf, en planche à voile, en kitesurf, etc. En ce moment, ça me fait plutôt rêver quand même. Comment définissez-vous le succès ? Le succès, c'est difficile, je l'assimilerai à la réussite. Je sais pas ce que c'est que le succès. Je sais pas ce que c'est, le succès. Est-ce que c'est quantifiable ? Est-ce que le succès correspond au nombre de personnes qui vous appellent dans la journée, au nombre de followers que vous avez, au nombre de likes que vous avez ? C'est vrai qu'en ce moment, moi, je quantifie pas mal le succès à ça. Parce que mon activité ayant radicalement changé, je me dois d'être visible sur des réseaux sociaux, sur autre chose. Et donc, j'essaye d'avoir du succès. Et donc, avoir du succès, c'est faire des choses qui plaisent aux autres, qui me plaisent à moi aussi, parce qu'il est bien entendu hors de question de me dénaturer. Mais avoir du succès, oui, je dirais que c'est ça, c'est faire des choses qui me plaisent et qui plaisent aux autres. Et finalement, j'ai encore ce mot-là parce que c'est un mot qui est extrêmement important à mes yeux en ce moment, c'est d'avoir des merci. Peut-être qu'on pourrait dire que avoir du succès, c'est récupérer des merci. Et le merci, en ce moment, je l'entends beaucoup avec les familles que j'accompagne,
et ça me fait un bien considérable. Bien Mathieu, on arrive malheureusement à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Je me souhaite de garder cette ferveur, de garder cette envie. Alors là, évidemment, ça fait quelques mois que j'ai changé de vie, entre guillemets. Donc, comme pour tout changement, on a dans les premiers temps une sorte d'adrénaline qui permet de déplacer des montagnes, qui permet de se lever très tôt, de se coucher très tard, d'être à fond tout le temps. Et puis forcément, dans toute routine, ça s'émousse au bout d'un certain temps. Je suis pas sûr que ça m'arrive très prochainement, mais en tout cas, ce que je me souhaite pour les 2 prochaines années, c'est de continuer à avoir cette pêche. C'est surtout continuer à dire oui aux jeunes, et en fait, je pense que je souhaiterais plutôt aux jeunes de continuer à garder la patate, de continuer à croire à ce qu'ils font, et je me souhaite pas du bonheur, je leur souhaite en fait de sortir un petit peu de la période actuelle qui est morose pour tout le monde et qui est pas facile. Je leur souhaite d'en sortir grand, d'en sortir fort, et surtout de croire en ce qu'ils peuvent faire, parce que finalement, quand on a beaucoup d'envie, beaucoup de courage et qu'on aime le boulot, quelque part on y arrive. Merci Mathieu pour votre disponibilité, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Merci beaucoup Christophe en tout cas pour votre appel. Merci également pour ce que vous faites, et le plaisir a été vraiment partagé. Alors je mettrai les références sur laisse-moi-t'aider.com et sur Carnet de liaison, votre podcast, en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.